concocté par Binge Audio. Si vous avez parcouru la presse en ce mois de septembre 2025, peut-être avez-vous vu passer des articles sur le meurtre d'une femme. Elle s'appelait Agathe Hilleret, elle avait 28 ans. Elle a disparu lorsqu'elle faisait son jogging en avril 2025, près de chez elle en Nouvelle-Aquitaine. Son corps n'a été retrouvé qu'au bout de plusieurs semaines. Depuis, son meurtrier présumé a été arrêté. Il est passé aux aveux en septembre. Mais si cette histoire a eu droit à une très large couverture médiatique, vous aurez peut-être constaté que quasiment personne n'a employé le terme de féminicide. C'est l'autrice féministe Valérie Rey-Robert qui a pointé cette absence dans un post Instagram. Pour elle, ce que ça raconte, c'est que si les médias ont été plutôt prompts à l'adopter depuis quelques années, ils ont aussi dépolitisé le terme de féminicide. Ils l'ont cantonné au seul meurtre de femmes par leur conjoint ou leur ex, oubliant qu'un féminicide, c'est avant tout un meurtre basé sur le genre, pas sur la relation entre la victime et son assassin. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le terme féminicide ne vient pas de nulle part. Il est le fruit d'une longue lutte pour faire reconnaître la spécificité de ce crime qui voit des femmes mourir sous la main des hommes précisément parce qu'elles sont des femmes. En 2022, la grande historienne Christelle Tarot a dirigé un ouvrage aussi colossal qu'important. Il s'appelle « Féminicide, une histoire mondiale ». Il est paru aux éditions La Découverte et il regroupe une somme de textes écrits par des chercheuses du monde entier pour décortiquer le continuum féminicidaire, c'est-à-dire l'ensemble des violences qui participent à la domestication, la chosification, l'anéantissement des femmes. Et à la sortie de ce livre, elle était venue en parler avec Victoire Tuaillon dans Les couilles sur la table. Et aujourd'hui, je vous propose de redécouvrir leur conversation. Je m'appelle Naomi Titi et ce que je peux déjà vous dire, c'est que 3 ans plus tard, les réflexions qu'elle développe dans ces 2 épisodes sont encore tristement d'actualité. Le chemin pour faire reconnaître la réalité des féminicides risque d'être encore long, mais comprendre les origines du terme et l'ampleur des violences qu'il recouvre, c'est faire un pas de plus vers la prise de conscience des ressorts les plus mortifères de la domination masculine et capitaliste. Alors bonne écoute. C'est arrivé 122 fois l'année dernière en France. En 2021, 122 hommes ont chacun pris la décision de tuer une femme qu'ils prétendaient aimer ou avoir aimée. Sans les féministes, ces crimes, on les appellerait passionnels, comme si on pouvait tuer par amour. Grâce au combat des militantes, le mot féminicide est petit à petit entré dans le vocabulaire commun. C'est un progrès, on arrive déjà à nommer correctement ce qui avant passait pour acceptable. Mais nous sommes encore très loin de la compréhension de ce que sont en réalité les féminicides. Le meurtre, l'extermination, la néantisation des femmes parce qu'elles sont des femmes. Et donc ce qui va nous intéresser dans cet épisode, c'est de comprendre comment et pourquoi tant de femmes, enfants et adultes sont anéantis partout dans le monde depuis si longtemps. C'est-à-dire en retournant la question, comme on a l'habitude de le faire dans Les couilles sur la table, pourquoi il y a autant d'hommes partout dans le monde depuis si longtemps qui anéantissent les femmes, parfois avec la complicité d'autres femmes. Qu'est-ce que l'histoire mondiale des féminicides nous raconte de la domination masculine, du patriarcat et des hommes aujourd'hui? Et maintenant, c'est l'heure des couilles sur la table, épisode 74. Ces questions, il y a des chercheuses qui ont très longuement et profondément réfléchi. L'une d'entre elles est avec moi, elle est historienne, elle s'appelle Christelle Tarot et elle vient de passer plusieurs années à diriger un ouvrage incroyable, inédit par son ampleur et son poids, qui s'appelle Féminicide, une histoire mondiale. Bonjour Christelle Tarot. Bonjour, merci de l'invitation. Merci beaucoup de l'avoir accepté. Alors vous êtes historienne, vous êtes spécialiste des femmes, du genre, des sexualités en contexte colonial. Vous avez voulu devenir historienne à l'âge de 7 ans, m'avez-vous dit Absolument, tout à l'heure. C'est une très vieille passion, pour le coup. Et vous êtes féministe depuis toujours. Avant même, peut-être. Avant l'histoire, j'étais féministe. Aujourd'hui, vous enseignez dans les programmes parisiens des universités de Columbia et de New York. Et donc, vous avez dirigé cette incroyable somme de travaux qui vient de paraître aux éditions La Découverte. C'est un ouvrage qui peut se lire, qui est très imposant, mais je veux dire qui peut se lire au sens où il n'est pas
il n'y a aucun article qui est très difficile d'accès. Il y a une très grande variété de sources, de formes. C'est un sujet qui est épouvantablement éprouvant à lire et à la fois qui est nécessaire. Et la façon dont vous l'avez construit, je voudrais d'abord commencer l'entretien comme ça. Je voudrais vous dire merci à vous et à toutes les chercheuses qui ont contribué à ce travail-là, parce que c'est clair qu'on ne va jamais pouvoir en finir avec les patriarcats et la domination masculine si on n'arrive pas à regarder en face ce que sont ces violences dans toute leur variété, dans toute leur histoire, dans toutes les formes qu'elles prennent. Bon, je sors bouleversée évidemment de cette lecture. Alors, avant qu'on déroule, qu'on parcourt le livre ensemble pendant cet entretien, j'aimerais bien vous demander de commencer par raconter pourquoi vous étiez sûre qu'il fallait faire ça, cette histoire mondiale des féminicides. Alors, d'abord, je dois dire que cette histoire mondiale des féminicides est arrivée, si j'ose dire, comme un cadeau, peut-être un cadeau empoisonné, parce qu'effectivement, la lecture est difficile et je dois vous dire que je ne sors pas non plus indemne de 4 ans de travail sur cette question et qu'à de très nombreux moments, j'ai été moi-même sidérée de ce que je lisais dans des travaux très divers, dans des textes très divers, dans des expertises très diverses que j'ai exhumées ou trouvées au cours de ma longue investigation. Mais pour être honnête, c'est un livre que Stéphanie Chevrier, qui dirige les éditions La Découverte, m'a proposé. Il y a de cela plusieurs années. Et ma première réaction, parce que, évidemment, moi, je suis une chercheuse qui travaille d'abord en France, dans l'espace francophone, même si, comme vous l'avez dit, je suis ouverte à ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, en particulier en Amérique du Nord, mais pas seulement, parce que je travaille effectivement pour des programmes de grandes universités états-uniennes à Paris. Mais ma première réaction, c'était de dire est-ce que c'est faisable ? Est-ce que nous avons suffisamment de matière ? Est-ce qu'il y a suffisamment de travaux ? Puisque ma première réaction, ça a été de savoir d'abord ce qui se passait dans le monde académique. Est-ce que nous avons suffisamment de travaux pour produire une histoire mondiale qui soit vraiment une histoire mondiale ? Et pas juste européenne, états-unienne. Oui, voilà. et quand je dis une histoire mondiale, je veux dire pas seulement une histoire qui parle du monde de chez nous, à travers les voix de chercheuses ou de chercheurs européens, occidentaux, qui sont installés dans des grandes universités, mais aussi de prendre vraiment très au sérieux les intellectuels, les chercheuses du monde majoritaire, qui, en ce qui concerne la question des féminicides, ont été des grandes défricheuses de cette question. Donc ça me semblait être complètement impensable de faire une histoire mondiale sans elles. Et même, non seulement impensable de faire une histoire mondiale sans elles, mais il fallait les replacer au cœur du processus. Parce que, encore une fois, elles ont été pionnières dans cette action et qu'on pense jamais seul. Et que c'est très important de dire ça, parce que le monde académique, comme de très nombreux autres mondes, a tendance à toujours penser qu'une personne a inventé la poudre. Or, on n'invente jamais la poudre tout seul. Et puis d'ailleurs, la poudre, on aurait peut-être pu éviter de l'inventer, mais c'est une autre histoire. Donc, ma première remarque, ça a été ça. Est-ce que c'est faisable ? Est-ce que c'est possible ? Donc, j'ai commencé à travailler, en fait, les fonds bibliographiques en langue française d'abord. Donc là, j'ai été relativement déçue parce qu'il y avait très, très peu de choses. Et puis, même au Canada, il y a beaucoup plus, mais pas tant que ça. Et donc, du coup, je suis passée au fond anglophone et hispanophone, mais surtout anglophone. Et là, bien sûr, la production était à contrario d'une richesse exceptionnelle. Et ça m'a permis, en fait, de constituer la première base du livre, de définir les grandes thématiques qui me paraissaient importantes de discuter. Parce que, en fait, au fur et à mesure de mes lectures, je prends conscience que ni le fémicide, ni le féminicide ne sont des concepts suffisamment englobants pour intégrer tout ce qui me paraît relever d'un crime féminicidaire. Et à la suite de quoi, je me dis, il faut inventer une nouvelle étape, dans une conversation d'ailleurs tout à fait collective. Et déjà, plusieurs chercheuses, plusieurs militantes mettaient en avant le fait que même le terme féminicide était trop restreint. Et donc, c'est pour ça qu'on est passé à cette idée de continuum féminicidaire,
pour acter du fait que finalement le meurtre, c'est la dernière étape d'une série d'actes anti-femmes qui commencent de la naissance à la mort et qui sont tous ces actes sont liés les uns aux autres. Et donc, comme je le dis souvent, le meurtre n'est jamais seulement un meurtre. La gifle n'est jamais seulement une gifle. C'est préparé, évidemment, par des habitus, des comportements, des imaginaires qui construisent une délégitimation, une discrimination, une domestication, une chosification des femmes et du féminin qui amène finalement à ce crime de propriétaire qu'est le féminicide. Et c'est une vision qui est difficile à saisir au début parce qu'on a tellement l'habitude de penser à partir des individus, de se dire que si on fait quelque chose de mal, c'est parce qu'on est mauvais, par exemple, de dire comme si on était entièrement libre, en fait, comme si on n'était pas du tout déterminé, et donc de se dire, voilà, s'il y a des mecs qui tuent des femmes, c'est parce que c'est des monstres. Ou parce que, voilà. Et en fait, on comprend rien, en fait, si on pense de ce point de vue-là. Et donc, c'est ce qu'on va voir en parcourant le livre ensemble. Ce que vous entendez par ce continuum féminicidaire et pourquoi c'est présent partout et comment on peut relier des choses qui paraissent à première vue n'avoir aucun rapport entre elles, comme les normes de beauté délirantes qu'on inflige aux femmes depuis toujours et leur anéantissement, par exemple. Mais on va y venir. Juste peut-être un petit point de définition, parce que je pense aux auditeuristes qui peut-être se disent fémicide, féminicide, continuum féminicidaire, c'est toujours un peu difficile ces histoires de définition, mais est-ce que c'est possible d'en donner? Bien sûr. Et non seulement c'est possible, mais c'est complètement nécessaire, parce que justement, l'un des problèmes, j'en parlais tout à l'heure, c'est que il faut qu'on soit consciente de notre propre histoire, des propres étapes de réflexion que nous avons menées. Et l'une des grandes forces des régimes de domination masculine, c'est d'éradiquer totalement ces continuités en construisant en fait les femmes en concurrentes les unes des autres. Et moi, je refuse totalement cette logique. Donc, je crois que c'est très, très important de retracer les généalogies des termes. Donc, le terme féminicide n'est pas la première approche, en fait, de la question. Il faut remonter, en fait, 20 ans avant, dans les années 70, alors que, comme vous le savez, nous sommes en Occident, mais pas seulement d'ailleurs, mais prenons l'Occident dans la seconde vague des féminismes. Et donc, il y a une conversation intellectuelle, des actions militantes très riches. Et tout ça va converger à la fin des années 70 à Bruxelles, dans le cadre du premier tribunal international contre les violences faites aux femmes. Dans ce tribunal, il y a toute une série de femmes très importantes pour l'histoire du féminicide qui sont présentes, en particulier Jill Radford, Diana Russell, Jane Caputi, enfin plein d'autres. Et dans ce cadre de cette conversation qui est très importante pour le continuum féminicidaire, puisque ce tribunal international pose en fait déjà la base de toutes les violences qui sont faites aux femmes et les interconnecte les unes aux autres. Et dans ce contexte-là, Diana Russell va créer un premier concept très important qui est le concept de fémicide. Pour elle, un fémicide a vocation à éclairer quelque chose qui n'existe pas. Le crime existe, bien sûr, mais il n'a pas de nom. Et comme il n'a pas de nom, il n'existe pas, parce qu'il est noyé dans la catégorie des homicides. Et elle dit, dans les homicides, il y a une catégorie singulière, spécifique de meurtre, qui est l'assassinat d'une femme parce qu'elle est une femme, en général par un partenaire intime. Et pour qualifier ça, pour éclairer ça, qui n'existait pas en fait en criminologie, on parlait, comme vous l'avez dit, de crime passionnel, voilà, eh bien, elle forge ce concept de fémicide. Et pendant 20 ans, en fait, on travaille avec ce concept-là, fémicide, qui d'ailleurs est repris dans plein d'endroits du monde. J'étais l'année dernière en Norvège. En Norvège, les chercheuses et les féministes continuent à utiliser le terme de fémicide. Ça dépend vraiment des pays. Et puis, 20 ans plus tard, à un autre endroit du monde, en l'occurrence au Mexique, en l'occurrence dans une ville spécifique, Ciudad Juárez, qui est malheureusement passée dans l'histoire sous le nom de ville où on tue les femmes. On commence, au début des années 90,
à trouver des corps de femmes. Alors comment est-ce que ça se passe ? Ça se passe que beaucoup de femmes disparaissent. On retrouve parfois des corps. Les familles demandent des comptes. Le gouvernement mexicain ne fait rien, la police non plus. Et donc, les familles se mettent à investiguer. Et donc, ce sont les familles, en fait, au départ, qui commencent à exhumer des fosses communes dans lesquelles se trouvent des dizaines, puis des centaines, puis des milliers de mortes, auxquelles il faut bien sûr associer le chiffre noir des disparus, qu'on n'a jamais retrouvé. Et là, en fait, pareil, dans une conversation collective, un certain nombre de chercheuses et de militantes commencent à dire le concept de fémicide n'est pas adapté, en fait, à cette nouvelle réalité. Ça n'est pas adapté, donc il faut inventer autre chose. Ça n'est pas adapté parce que il est évident que ces femmes qui ont été tuées avec une cruauté mais absolument invraisemblable, enfin, on parle de torture, de corps suppliciés, c'est horrible. En fait, on comprend qu'elles n'ont pas été tuées par des hommes qu'elles connaissaient. Absolument. Mais qu'elles ont été tuées parce que ce sont des jeunes femmes et parce que, en fait, on comprend pas bien pourquoi. En réalité, elles ont été tuées au début. C'est pour ça qu'on a besoin du terme féminicide, c'est ça ? Absolument. Alors, j'ajoute, bien sûr, ce sont des jeunes femmes pauvres, puisque globalement, les femmes qui sont tuées, ce sont les femmes qui travaillent dans les usines de sous-traitance qui sont extrêmement importantes tout le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Dans les maquiladoras. Exactement, et qui sont quand même des zones d'exploitation capitaliste épouvantables, en particulier d'une main-d'œuvre féminine, parce qu'il y a ça aussi derrière. De confection de vêtements, de toutes sortes de trucs pour les marchandises, absolument. Pour les pays riches. Et j'ajoute qu'une partie d'entre elles sont des femmes natives. Sont des femmes qui viennent de communautés qui sont extrêmement discriminées. Mais même si on n'entre pas encore dans ce détail-là, parce que nous sommes dans la définition, un certain nombre de chercheuses et de féministes se disent « ce crime est tellement invraisemblable, la violence est tellement inouïe ». Parce qu'au meurtre s'ajoute, comme vous le dites, le surmeurtre. Et la grande majorité des corps qu'on retrouve sont des corps suppliciés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est des femmes qui ont été, en général, violées, post- ou pré-mortem, mutilées. Mutilées, en général, ce sont des mutilations sexuelles, démembrées, partiellement brûlées, pour certaines d'entre elles. Donc des violences qui sont absolument inouïes. Et face à ça, en fait, un certain nombre de chercheuses mexicaines se disent il faut forger un nouveau concept pour expliquer ça, pour donner du sens, de l'intelligibilité à ce qui est en train de se passer. Et donc, comme souvent, ça se cristallise sur une personne, en l'occurrence une des plus grandes chercheuses et femmes politiques mexicaines, Marcela Lagarde de los Ríos, qui va donc inventer ce concept de féminicide, donc qui se construit dans le prolongement du fémicide, mais qui ajoute une étape supplémentaire, qui est celle du crime collectif. Parce que ce qui se passe à Ciudad Juárez, ce n'est pas un crime individuel, c'est un crime collectif. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hommes impliqués. Il y a beaucoup d'hommes impliqués et des hommes qui sont dans des statuts très différents par rapport aux femmes. Deuxièmement, c'est un crime d'État parce que c'est avéré que l'État mexicain a participé à ces exactions dans les alliances qu'il a, notamment avec les cartels, etc. Donc, c'est la situation mexicaine qui est très compliquée. Mais en gros, il y a maintenant, on sait de manière assez claire qu'il y a des collusions au plus haut niveau de l'État mexicain de l'époque et des cartels qui sont des organisations criminelles, évidemment. Donc des mafias qui exactement, s'occupent de absolument. drogue, et qui ont aussi à voir d'ailleurs avec le capitalisme, parce qu'en fait, s'ils vendent autant de drogue, c'est aussi parce que les pays du Nord en achètent, etc. Mais bon... cette situation est très complexe, voilà, elle n'est pas résumable ici. Bon. En tout cas, c'est pas un individu, c'est pas... Absolument. Et c'est pas non plus... comme on pourrait le dire, je sais pas, une explication hyper facile, culturaliste, ce serait de dire, ils sont fous ces Mexicains, ils font ça, et voilà, et c'est tout. C'est pas ça du tout. Voilà. C'est pas ça du tout. Donc c'est un crime collectif, c'est un crime d'État, et c'est important de le préciser, dans le concept qui est forgé par Marcela Lagarde, il y a l'idée qu'il y a une tendance génocidaire ou gynécidaire à l'intérieur du féminicide. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de tuer la femme en tant qu'individu, mais c'est de tuer les femmes en tant que monde, en tant qu'univers. C'est-à-dire de détruire, c'est pour ça que je parle de système d'anéantissement, de détruire en fait tout ce qui constitue les femmes en tant que peuple, en tant qu'identité, en tant qu'identité d'abord, en tant que peuple, en tant que groupe, mais aussi en tant qu'univers. Et donc, et ça, c'est une étape très importante, évidemment, parce que ça permet déjà de diversifier considérablement
ce que on entendait d'abord comme féminicide. Et puis, après MeToo, on a commencé à regarder encore les choses de manière peut-être plus large, évidemment. Et on s'est dit que finalement, même dans les crimes individuels, on ne pouvait pas seulement parler que des partenaires intimes, comme si la violence féminicidaire, c'était toujours le fait d'un mari, d'un ex-mari, d'un compagnon, d'un ex-compagnon, que ça ne fonctionnait pas et qu'il fallait réintégrer en fait dans la catégorie bien finalement des assassinats extrêmement polymorphes. En particulier, il faut le dire, il y a beaucoup de femmes qui meurent au moment même où nous parlons, non pas sous les coups d'un partenaire intime, mais d'un homme de leur famille. Parce que les femmes sont encore des extensions, bien sûr des hommes en tant qu'individus, mais aussi de leur famille, de leur communauté, de leur nation parfois, et même dans des contextes colonialistes et impérialistes, par exemple de leur, entre guillemets, race. Donc c'est pour ça en fait que vous voyez à chaque étape on a non seulement complexifié la notion, mais on l'a élargie. Et finalement avec ces différents niveaux d'élargissement, on arrive au continuum féminicidaire. Parce qu'on ne peut pas dire autre chose, c'est-à-dire on doit dire que, en fait, le féminicide, c'est un agrégat de violences. Et que ces violences, elles sont, pour certaines, très évidentes. Le meurtre, c'est très évident, bien sûr. Pour certaines, pas du tout évidentes, et même tellement incorporées, tellement inconscientes, que, y compris les femmes, ont parfois du mal à les percevoir. Et elles sont, il faut un fort niveau de conscientisation, parfois pour comprendre qu'il y a des aspects du continuum féminicidaire que nous avons totalement incorporés. Et nous l'avons incorporé, bien sûr, parce qu'on nous l'a fait incorporer de force dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes très importantes de domestication des femmes pour les obliger à entrer dans une féminité straight qui était bien sûr une féminité qui servait la domination masculine. Et ça, c'est très important. Et comme cette histoire a été perdue, parce que l'histoire a été racontée par les hommes, eh bien nous avons incorporé ça en croyant que c'était normal d'être comme ça. Eh bien non, ça ne l'est pas. Ou que c'est naturel. Oui, c'est la même chose. Ou que c'est non mais même qu'on peut rien quoi, que c'est que ça c'est clair qu'on voit bien comment la violence masculine, elle est souvent décrite comme une catastrophe naturelle, quoi. Comme la météo, en fait. Il y a des orages, il y a des meurtres de femmes, il y a la pluie, c'est comme ça. Ça ferait partie de nous, etc. Et c'est vrai que même... moi, ça fait 5 ans, moi, que je regarde la violence masculine en particulier. Et votre livre, c'est encore une prise de conscience, mais phénoménale, en fait, de ce que c'est la violence. En fait, c'est une immense somme sur les origines, les causes, les conséquences de cette question de la violence, quoi, qui se base sur la domination et qui l'entretient. On va revenir, je crois, à Ciudad Juárez après, mais peut-être pour comprendre, parce que vous avez fabriqué le livre avec un plan très réfléchi. Vous avez choisi de commencer le livre, la première partie, avec les chasses aux sorcières et avec la préhistoire. L'idée, c'était de remonter au plus loin et de s'atteler à médiatiser, à visibiliser des travaux qui sont des travaux de pointe, en particulier en archéologie et en anthropologie féministe, qui sont essentiellement en langue anglaise et qui sont finalement très peu diffusés en France. Et donc, l'objectif, c'était de montrer qu'il y a effectivement des racines très anciennes au système patriarcal et à la domination masculine, que ça remonte en fait effectivement jusqu'à la préhistoire et jusqu'à la proto-histoire. Et donc, je voulais quand même faire un point. C'est pour ça qu'il y a une mise en perspective au départ. Sur Avant l'histoire. Sur Avant l'histoire. De Claudine Cohen. Qui a été invitée d'ailleurs il y a 4 ans dans Les Couilles sur la table, dans un épisode sur la préhistoire, et qui expliquait qu'en gros on ne savait pas grand-chose quand même de si les femmes étaient dominées ou non, mais plutôt oui quand même à partir du néolithique. Alors, en fait, oui, maintenant, il y a des travaux qui ont progressé aussi. Et donc, en gros, on a sur la question de la préhistoire, en particulier, effectivement, à partir du néolithique, mais sur le paléolithique, ça bouge aussi un peu.
Effectivement, on a des études qui montrent que l'inégalité entre les hommes et les femmes était déjà en place. Alors, elle était probablement moins importante que dans les sociétés historiques, mais qu'il y avait déjà une structuration selon les sexes sur un modèle plutôt complémentaire, mais la complémentarité, c'est pas l'égalité, hein, évidemment. Et donc, il y a plusieurs hypothèses. La question de l'alimentation, la sélection des femmes les plus menues, les moins robustes, pour expliquer le dimorphisme sexuel. Enfin, il y a toutes sortes d'hypothèses de travail très enrichissantes, très intéressantes qui sont posées donc dans cette synthèse de Claudine Cohen. Et Claudine Cohen a été très importante dans cette histoire parce que c'est une chercheuse qui a été très connectée très vite à la recherche féministe, à l'archéologie, à l'anthropologie féministe états-unienne, parce qu'elle était entre les deux pays. Et donc, elle a acclimaté aussi dans cette discipline, qui était quand même une discipline très masculiniste. Elle a acclimaté un certain nombre de choses qui nous ont permis de commencer à regarder cette histoire différemment. Donc oui, l'idée, c'était de remonter jusqu'à la préhistoire et puis après, de commencer donc les sociétés historiques. Et j'ai voulu entrer dans cette histoire des violences faites aux femmes dans le monde par les chasses aux sorcières, donc par l'Europe, parce que les grandes chasses aux sorcières ont lieu en Europe, en particulier au XVIe et au XVIIe siècle, mais le grand siècle des chasses aux sorcières, c'est le XVIIe siècle. Donc en France, en Europe du Nord, partout. Toute l'Europe est touchée, et on voit d'ailleurs. Et c'est pas le Moyen Âge comme on croit souvent. Ah non, c'est pas du tout le Moyen Âge. C'est le XVIIe siècle. C'est l'époque moderne et même le très très moderne, puisque c'est le grand siècle du classicisme. Hein. Donc c'est le XVIIe siècle. Ça touche toute l'Europe. Toutes les confessions, d'ailleurs, sont touchées aussi, c'est-à-dire toutes les familles chrétiennes le sont. Et c'est, pour moi, très important de commencer par ça, parce que c'est une des matrices, en fait, féminicidaires, les chasses aux sorcières. Alors, la partie, ensuite, est structurée chronologiquement. Donc, on commence avec les chasses aux sorcières dans l'Antiquité. On parle, bien sûr, de l'époque médiévale où il y a eu des procès en sorcellerie. L'un des plus importants, même si on en parle assez rarement, c'est celui de Jeanne d'Arc, parce que dans l'acte d'accusation de Jeanne d'Arc, il y avait l'accusation de sorcière. Et puis, on passe donc à ces grandes chasses aux sorcières en Europe au XVIIe siècle. Et on évoque aussi ensuite ce qui se passe dans le monde contemporain, parce qu'au moment où on parle, il y a toujours des femmes qui sont qualifiées de sorcières et qui sont exécutées pour ça. Ouais. En Inde, en Océanie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Arabie Saoudite, enfin dans plein d'endroits du monde. Donc les chasses aux sorcières, c'était important. Globalement, elles sont européennes. Il faut noter aussi que dès qu'on les Européens s'exportent dans les premières aventures coloniales, ils emmènent avec eux ça, et c'est pour ça que ça explique très bien pourquoi est-ce que le premier et le plus retentissant procès de chasse aux sorcières dans ce qu'on appelle les nouveaux mondes, qui ne sont pas nouveaux évidemment, sauf pour nous, on a Salem. Parce que c'est exactement ça, c'est-à-dire que on voit bien comment on est capable d'exporter le pire. Et on va en parler sans doute après quand on parlera de l'esclavage et de la colonisation comme féminicide. Mais donc les chasses aux sorcières en Europe au XVIIe siècle sont très importantes. Parce que de quoi s'agit-il ? En gros, il s'agit de séparer la population féminine européenne en deux catégories. D'un côté, les femmes qui sont jugées non adaptables au nouvel ordre masculin qui est en train d'être refondé d'une manière extrêmement puissante et violente. Toutes les femmes qui ne peuvent pas s'adapter sont vouées à l'extinction. Il faut dire les choses comme elles sont. Elles sont vouées à l'extinction. Et souvent, quand on parle des sorcières, on dit la sorcière, c'est une jeune fille, ou c'est une vieille femme, ou c'est une femme puissante, une femme savante, c'est une femme des villes. Ah non, c'est une femme des campagnes. Mais quand on fait le compte de toutes celles qui sont touchées, en fait, vous vous rendez compte que les sorcières, c'est tout le monde. C'est toutes les femmes, potentiellement. C'est la jeune femme qui est trop jolie et qui va être perçue comme une tentatrice. C'est la vieille femme qui est sortie du marché matrimonial et reproductif et qui est jugée inutile. C'est la femme qui a un peu de bien et qu'on veut lui piquer. Et qu'on veut et qu'on ne supporte pas de voir en position de pouvoir, par exemple.
terrien. C'est la femme qui dispose d'un savoir sur les corps, sur les plantes. C'est tellement de femmes en fait que on en a le tournis. Et d'ailleurs au passage, je crois que c'est peut-être aussi important de faire un point sur les chiffres. Oui, parce qu'il y a beaucoup de débats, en fait, encore même dans votre discipline, en histoire, il y a toujours beaucoup d'historiens qui disent qu'en fait, on ne sait pas trop, et puis en fait, peut-être que c'était pas tant que ça, puis qu'après tout, ça visait peut-être pas forcément les femmes, donc pas que les femmes, puisqu'il y avait aussi des hommes, donc en fait, est-ce que vraiment c'est un crime, est-ce que ça a été des exterminations misogynes et tout et je repense aussi à l'indécence qu'il y a quand aujourd'hui on entend, quand on accuse un homme de violence sexuelle, nos adversaires parlent toujours de chasse aux sorcières. C'est quand même fou, ce retournement de sens. Bref, en tout cas, oui, donnez-nous des chiffres, s'il vous plaît. Alors, les chiffres, c'est important. Pourquoi ? Parce que, en gros, il y a un consensus. Je dis en gros, il y a un consensus dans la communauté historienne pour dire que, officiellement, il y aurait eu entre 200 000 et 500 000 femmes tuées, exécutées, dans ces chasses aux sorcières qui ont couru pendant tout le XVIIe siècle. 200 000 à 500 000, pour l'époque, c'est quand même pas ridicule déjà, en termes démographiques. Hein. Pour nous, déjà, c'est beaucoup, mais pour l'époque... Mais pour l'époque, c'est quand même pas... Ouais. Bien sûr. Et puis les moyens n'étaient pas les mêmes. Donc, les moyens technologiques de mort n'étaient pas les mêmes. Donc, c'est déjà un chiffre très impressionnant. Mais en fait, ces chiffres sont calculés à partir des archives judiciaires restantes. Donc, ça pose toujours un problème parce que, ça sous-entend qu'on considère qu'on a toutes les archives des procès qui ont eu lieu, ce qui, bien sûr, est absolument impossible, parce qu'on sait qu'il y a toujours des archives qui sont détruites au cours de l'histoire pour plein de raisons. Et puis, surtout, ce que savent très bien les historiennes et les historiens qui travaillent sur ces questions-là, c'est ce que disent très bien, par exemple, Silvia Federici, Liv Ellen Wilminsen et Armelle Lebras-Chopard, qui sont les trois grandes voix qui structurent cette partie, qui sont des immenses historiennes de la question. Elles disent, on sait très bien qu'une grande partie des chasses aux sorcières ont été réalisées de manière extrajudiciaire. C'est-à-dire que voilà, dans un village, on a un bouc émissaire tout d'un coup, et puis on va exécuter une sorcière sans qu'il y ait aucune institution concernée. C'est d'ailleurs ce qui se passe généralement dans les chasses aux sorcières contemporaines. On le voit à l'œuvre aujourd'hui. Donc ça sous-entend que si ces chasses aux sorcières extrajudiciarisées ont été très importantes, et c'est ce que nous croyons, le chiffre de mortes est beaucoup plus massif. Et c'est très important de le comprendre parce que ça veut dire qu'en Europe, il y a très très peu d'endroits qui ont échappé à la politique de terreur qui était incarnée par ces chasses aux sorcières. Et que l'effroi que ça a provoqué dans la population féminine européenne est évidemment essentiel pour comprendre la réussite de la domestication suivante. Mais je reviens à mon idée de départ. Donc qu'est-ce que c'est les chasses aux sorcières ? C'est l'éradication des femmes qui sont jugées non adaptables. Et ces femmes sont vouées à la mort. Elles sont vouées à la mort et c'est exactement ce qui se passe. On les tue et on les tue de manière systématique. Et puis de l'autre, il y a celles qu'on juge réformables, rééducables d'une certaine manière. Et là, pour elles, on va mettre en place une politique effectivement de domestication qui vise en fait à les canaliser dans une forme de féminité qui sera jugée totalement compatible avec une masculinité qui est débordante, et qui évidemment se construit dans une perspective de premier sexe, de sexe fort, de sexe puissant, de sexe dominant. Et pour qu'il y en ait un qui domine, il faut qu'il y en ait une qui soit dominée. Et donc, les chasses aux sorcières, ça a vocation exactement à produire ça dans les sociétés européennes. Et ce qui est fou, c'est que ça se passe de manière quasiment équivalente partout, même si les sociétés sont différentes. Donc après, il faut regarder... Il y a des spécificités locales et tout, mais c'est pour ça que voilà, c'est incroyable d'avoir autant d'articles différents, de sources et tout. On voit bien les points communs, on voit qu'il y a des choses locales, mais ce que vous dites là sur... En fait, c'est l'érection d'une masculinité nouvelle. Hégémonique À cette époque-là. Mais pourquoi est-ce qu'on peut expliquer
Pourquoi à ce moment-là ? Qu'est-ce que... Alors, il se passe à ce moment-là en Europe plusieurs choses qui sont très importantes, que exemplifie de manière totalement lumineuse Silvia Federici. Et d'ailleurs, je conseille à tout le monde de lire Federici parce que Caliban et la sorcière, entre autres, mais elle a tellement fait pour cette histoire que vraiment il vaut mieux retourner à elle directement. Moi, je ne fais que finalement être la porte-voix de son travail aujourd'hui. Mais ce qu'elle montre bien, en fait, c'est que les chasses aux sorcières se passent dans un contexte qui est un contexte de restructuration totale de l'Europe. Naissance du capitalisme industriel. Rapport à la terre, donc le lotissement des terres, la fin des communs, donc tout un monde beaucoup les communs, plus... juste souvent les gens ils savent pas, mais les communs c'était des espaces qui étaient des espaces agricoles qui étaient partagés, qui appartiennent en fait à la collectivité, voilà, qui appartiennent à personne. Oui, mais du coup à tout le monde, tout le monde en même temps. Tout le monde a besoin d'une forêt où aller chercher son bois pour se chauffer et de glaner des trucs et tout ça. Et absolument. Voilà. Okay. Et donc la croissance du capitalisme s'organise aussi autour, évidemment, de la captation des terres, de la concentration des terres et sur l'impossibilité, effectivement, pour des gens qui avaient toujours vécu là, qui avaient toujours travaillé la terre, qui avaient toujours utilisé, dans le bon sens du terme, d'une manière intelligente, ce que la terre pouvait donner. Qui en avait pris soin, en fait. Qui en avait pris soin, voilà, plutôt que d'être propriétaire de ça, on en prenait soin, comme on le faisait d'ailleurs souvent chez les peuples natifs, dans plein d'endroits du monde. Et donc, ça disparaît. Donc, il y a un gros enjeu, en fait, de capitalisation des terres, et donc une restructuration totale de nos sociétés, disons-le clairement. Et par ailleurs, parce que le capitalisme industriel s'organise, il y a la volonté de commencer à nous exporter ailleurs, si j'ose dire. Donc, parce que les premières expériences coloniales ont commencé en amont, puisque les premières expériences coloniales ont commencé au XVe puis au XVIe siècle. Donc les premiers empires, entre guillemets, qui ne sont pas des empires, parce que ce sont des possessions éparses, mais ont commencé un peu en amont. Et donc, ce qu'on observe sur la longue durée, c'est que les chasses aux sorcières sont une forme de pacification des relations entre les hommes et les femmes. Quand je dis pacification, bien sûr, il s'agit d'une pacification dans le sang des femmes, soyons clairs. Il faut mettre de l'ordre dans le désordre que créaient les femmes en Europe par leur résistance à la masculinité hégémonique et aux modèles patriarcaux. Donc, il s'agit de faire le ménage, si j'ose dire, pour que les hommes puissent tranquillement, d'une certaine manière, être préparés à des aventures qu'ils jugent très réjouissantes, puisqu'ils sont inscrits, évidemment, dans des logiques de prédation, dans des logiques de guerre, dans des logiques de conquête, dans des logiques d'agression. Cette pacification permet ensuite une certaine, entre guillemets, tranquillité en Europe et permet en fait, et on le voit mécaniquement, le passage vers ce qu'on appelle aujourd'hui les colonisations européennes. Et en fait, les structurations se font beaucoup moins au XVe et au XVIe siècle qu'à partir du XVIIe siècle. C'est-à-dire qu'à partir du XVIIe siècle, du début du XVIIe siècle, on voit s'opérer une logique colonialiste, impérialiste, qui est une logique non plus de possession éparse, mais vraiment de constitution d'empire. Et là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Et pendant très très longtemps, on n'a pas du tout connecté les deux choses entre elles. On a pensé que c'était deux choses isolées, que d'un côté, on chassait les sorcières en Europe et que de l'autre, on commençait des politiques de dévastation dans les premiers empires, dans ce qu'on appelait à l'époque, entre guillemets, les nouveaux mondes. Encore une fois, moi, je trouve que cette formulation est insupportable. Mais pendant très longtemps, on a fait l'histoire séparément. Donc l'histoire des chasses aux sorcières en Europe et puis l'histoire des premières colonisations européennes. Mais la force du travail de Federici, et pour moi ça a été une révélation lumineuse, c'est de dire mais les deux choses sont liées. C'est-à-dire, on ne peut pas comprendre ce qui se passe en Europe avec les femmes si on ne comprend pas ce qui se passe dans les Amériques avec les populations natives.
il y a une connexion évidente. Et je crois que c'est ça que dans les années à venir, on va faire. C'est-à-dire qu'on va relire l'histoire en faisant ces connexions qui étaient jugées improbables jusque-là. Et puis tout d'un coup, quand on les connecte, on se dit « Ah mais oui, mais du coup, l'histoire prend du sens. » C'est-à-dire que les choses ne sont pas isolées dans l'histoire humaine. Il faut absolument... Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit aparté, mais il me semble que relire les chasses aux sorcières, ça permettra aussi probablement de relire l'histoire des génocides. Parce que aujourd'hui, la grande majorité des spécialistes historiennes engagées, comme moi, parlent des tendances gynécidaires au sein des chasses aux sorcières. Et donc peut-être dans les années à venir, on va revoir complètement ça et peut-être qu'un jour prochain, on considérera peut-être que le premier génocide de l'histoire de l'humanité, c'est les chasses aux sorcières. C'est la fin de cette première partie de l'entretien avec Christelle Tarot. On a décidé de couper cette conversation en deux car c'était déjà très dense. Dans la seconde partie, nous continuerons à discuter de ces liens entre la colonisation, l'esclavage et le continuum féminicidaire et donc de leurs liens avec la masculinité. On parlera aussi des conflits entre patriarcat de haute et de basse intensité et puis d'une autre dimension de ce continuum féminicidaire, le meurtre symbolique des femmes, notamment leur disparition dans l'histoire. Chers auditeurs, comment ça va après l'écoute de cet épisode ? Est-ce qu'il y a des remarques, des questions, des émotions dont vous voulez nous faire part ? Nos boîtes sont ouvertes sur les réseaux sociaux ou par mail à l'adresse lescouillessurlatable@binge.audio. Pour ma part, cet entretien m'a bouleversée. Si je savais bien sûr qu'il y avait eu des grandes chasses aux sorcières en Europe, notamment grâce au livre de Mona Chollet, Sorcières, j'étais en revanche inconsciente de leur ampleur, de leurs conséquences, et je n'avais jamais, avant la lecture de ce livre, eu accès aux sources qui permettent de les documenter. C'est une histoire qui n'est que rarement enseignée, et s'il y a des pays qui ont construit des mémorials comme en Norvège, je rêve que des monuments partout rendent fémage à nos ancêtres anéantis. Je sais que désormais, dans nos manifestations, je crierai avec encore plus d'ardeur ce slogan féministe « Nous sommes les petites filles des sorcières que vous n'avez pas pu brûler ». Comme disaient les féministes italiennes des années 70, « Tremblez, tremblez, car les sorcières sont de retour ». La prise de son et la réalisation ont été assurées par Paul Berthiaud, le montage par moi-même et par Naomi Titi, qui est aussi productrice de l'émission. Merci à tous pour votre écoute.